Bonjour, nous voici au laboratoire d'un petit lieu des physiques des particules, le LAP, en compagnie d'un physicien pour tenter de nous rapprocher de l'origine ultime de la matière. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter rapidement et expliquer votre rôle au sein de ce laboratoire? Bonjour, je m'appelle Loïc Roland, je suis chercheur au CNRS et au LAP. Et je travaille sur l'expérience Virgo qui recherche les ondes gravitationnelles. C'est un nouveau type d'onde en provenance du ciel qu'on n'a encore jamais détecté, qui serait émise par des phénomènes très violents, des collisions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons dans le ciel. Eh bien, nous voici en face de ce qui pourrait être une représentation du modèle standard. Pourriez-vous nous expliquer, avec votre regard scientifique, ce qu'est ce modèle standard? Donc là, on a ici dans ce tableau un résumé des particules élémentaires qu'on connaît avec le modèle standard actuellement. Alors si on remonte un peu dans le passé, ou à la fin du 19e siècle, on pensait que les particules élémentaires étaient les atomes. On a découvert les atomes, on s'est dit, ça y est, c'est des particules élémentaires. Et en fait, c'est effectivement des particules élémentaires au niveau chimique. On peut expliquer toutes les réactions chimiques en prenant les atomes comme particules élémentaires. Mais en physique, on s'est rendu compte au cours du XXe siècle que ce n'était pas élémentaire finalement, et que ces atomes étaient constitués d'électrons et de noyaux, et que le noyau lui-même était composé de protons et de neutrons. Et encore après, au cours du XXe siècle, on s'est rendu compte que même les protons et les neutrons n'étaient pas élémentaires, mais constitués même de quarks. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ici, en vert, là, on a les particules élémentaires qui constituent la matière. Donc ce sont des fermions. Et avec deux types de particules, donc les leptons, qui sont les électrons et les neutrinos, et les quarks, donc, qui vont, eux, constituer le noyau. Donc les atomes, ils sont formés de quarks lepidon, qui forment les protons et neutrons. Et autour, on a l'électron qui va former l'atome. Donc ensuite, ça c'est les particules qui constituent la matière. Oui. Dans le modèle standard, en plus de ces particules-là, on a des forces, et ces forces-là sont aussi décrites par des particules, plus précisément par des échanges de particules. Ces particules sont représentées ici, ce sont des bosons. Et on a le photon qui va porter, en gros, la force électromagnétique, c'est-à-dire entre deux particules chargées, quand on a une force électromagnétique, en fait, il y a des photons qui vont d'une particule à l'autre et qui vont porter la force à l'autre particule. On a ensuite des bosons Z et W qui vont porter la force d'interaction nucléaire faible, qui, elle, c'est une force un peu bizarre, mais elle est responsable de la radioactivité. Et ensuite, on a les gluons. Il y a 8 gluons en fait, qui vont porter l'interaction forte. Et ça, c'est ce qui permet de garder la cohésion entre les quarks et aussi entre les protons et neutrons pour former les noyaux des atomes. Et puis là, on a marqué qu'il y avait la gravitation, mais celle-là, on n'a pas de particules associées pour le moment en tout cas. Du coup, vous nous dites que ces particules réagissent avec 4 forces, 4 interactions qui sont l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et forte. Mais est-ce que ces interactions avaient un effet lors des premiers instants du Big Bang, lors de la formation de la matière? Oui, donc ces forces devaient exister dès le Big Bang. Dans le modèle standard, justement, on décrit ces interactions nucléaires faibles et fortes et l'interaction électromagnétique comme une seule et même force au moment du Big Bang, l'univers était très chaud. Et puis au fur et à mesure du refroidissement de l'univers, il y a eu des brisures de symétrie, on appelle ça, des choses qui se sont passées, qui ont fait que finalement, il y a eu des différenciations entre ces différentes forces et du coup entre ces différentes particules, les gluons, les photons et les bosons Z et W. Au début, c'était un peu la même particule, quand c'est très chaud, puis au fur et à mesure, elles se sont différenciées, et donc les forces se sont différenciées. La gravitation, elle, donc comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de particules associées, on n'arrive pas à l'écrire de façon quantique pour le moment, et donc on ne sait pas s'il y a une force commune qui regrouperait tout ça au début de l'univers. Mais en tout cas, elles avaient toutes lieu, et la gravitation joue un rôle important dès le début de l'univers pour ensuite former toutes les galaxies, les structures de la matière que l'on connaît.
Nous remarquons ici que les particules sont regroupées en 3 familles distinctes. Pourriez-vous nous expliquer la raison de cette répartition? Est-ce qu'on la connaît? Alors, la raison, non, on ne la connaît pas. C'est une bonne question. Pourquoi les 3 familles, pas 2, pas 4, pourquoi? Ensuite, la différence entre ces 3 familles, c'est qu'en fait, on les a regroupées comme ça, les particules, parce que toutes les particules comme ça, de chaque famille, ont les propriétés identiques, enfin similaires. Donc, les électrons sont similaires aux muons et aux taux. Ils ont la même charge, elles ont plein de propriétés en commun, et par contre, elles sont très différentes au niveau de la masse. C'est-à-dire que le taux est beaucoup plus lourd que le muon, qui est lui-même beaucoup plus lourd que l'électron. Et donc c'est pareil pour les neutrinos, les quarks, et les quarks par ligne, comme ça. À chaque fois, cette famille-là est beaucoup plus lourde que celle-ci, qui est aussi beaucoup plus lourde que celle-là. Donc là, ça fait qu'on a pas mal de questions. Pourquoi déjà donc, on a 3 familles? Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent qu'on n'a toujours pas découvertes? Il n'y a aucune raison théorique pour faire les 3. Donc, la théorie le décrit parce qu'on est parti de 3. Et ensuite, pourquoi aussi il y a des telles différences de masse entre les particules dans les différentes familles? Ça, on n'a aucune explication non plus de pourquoi ces masses sont si différentes. Très bien. On va écouter encore de nouvelles énigmes auxquelles nous espérons les expériences du LHC, les calculs du lab pourront apporter une approche bien réaliste, on l'espère. Eh bien écoutez, je vous dis merci, vive la science et vive le LHC.